Imaginez que vous êtes un soldat soviétique au début des années 1980. Votre pays combat l'Afghanistan. Et comme des milliers de vos camarades, vous avez été envoyés dans un pays chaud, aride et inconnu pour réprimer les moudjahidines. Ces groupes islamiques n'aiment pas les points de vue marxistes et léninistes prônés par les partis au pouvoir en Afghanistan, Kalak et Parcham. C'est votre rôle d'assurer la propagation du communisme malgré la rébellion persistante. Mais vous avez un problème. Vos dirigeants vous fournissent des rations absolument horribles pour maintenir votre niveau d'énergie élevé pendant votre combat. Des rations de campagne déshydratées et condensées qui ont un peu le goût de pied sont tout ce que vous avez pour vous maintenir. Vous en avez assez, il doit y avoir de la nourriture meilleure ailleurs. Quelque chose de plus digne d'un soldat, même d'un soviétique qui vient de la pauvreté et qui s'est retrouvé dans des conditions encore pires en Afghanistan. Votre armée a donc activement envoyé de la meilleure nourriture sur le front, n'est-ce pas? Des approvisionnements réguliers pour l'armée stratégique, y compris des viandes en conserve, des petits pois, du thé, des cigarettes et même des jambons polonais et hongrois étaient acheminés vers l'Afghanistan. Où est passée toute cette nourriture? Pourquoi vous reste-t-il les rations les plus affreuses disponibles alors que vous savez que votre armée envoie beaucoup plus de nourriture substantielle et de meilleur goût? La raison était que beaucoup de cette nourriture que les Soviétiques envoyaient pour nourrir leurs soldats ne finissait pas entre les mains des Russes. Elle a fini entre les mains des commerçants afghans. Cela indique qu'une autre source de nourriture est disponible. On en vend beaucoup dans les bazars afghans, mais cela ne fait qu'aggraver vos problèmes. Vous n'avez pas d'argent, du moins pas celui que les marchands afghans acceptent. Mais il y a encore une lueur d'espoir pour votre estomac qui gronde. Les marchands afghans peuvent ne pas accepter vos roubles, mais ils sont prêts à troquer ce qu'ils ont à offrir. Et il y a une marchandise très précieuse que vous avez et qu'ils veulent. Des balles. Que fait-on? Comme les soldats soviétiques des années 80, on sait qu'on ne peut pas simplement les donner aux marchands afghans. Qui sait qui ces marchands soutiennent? En leur donnant vos balles, vous pourriez activement armer les mêmes moudjahidines contre lesquels vous êtes actuellement en Afghanistan pour combattre. Alors, vous élaborez un plan? Un qui pourrait être assez fou pour fonctionner. Faites bouillir les balles avant de marchander. Oui, afin de contourner le conflit moral auquel un soldat soviétique aurait été confronté lorsqu'il échangeait essentiellement des munitions à l'ennemi, il faisait bouillir leurs balles avant de les échanger. La question est désormais pourquoi? L'idée était de rendre les balles complètement inopérantes. Un soldat soviétique se procurait des munitions dans des zones d'approvisionnement, une tâche simple en zone de guerre, avant de prendre une casserole et de l'eau. Après avoir fait un petit feu, le soldat verserait l'eau dans la casserole et la placerait sur la flamme, faisant bouillir l'eau dans le processus. Ensuite, il mettrait les balles dans l'eau. Durant les prochaines 4 à 5 heures, le soldat ferait mijoter ses balles avant de les troquer contre de la nourriture auprès d'un marchand afghan. Cette technique est née à cause d'une vieille histoire de l'armée soviétique selon laquelle les balles qu'ils utilisaient cesseraient de fonctionner si elles étaient laissées dans de l'eau bouillante pendant quelques heures. L'histoire semble sensée. Après tout, faire bouillir les balles les expose à des températures extrêmement élevées, sans risque de faire détonner les munitions pendant qu'elles sont dans la casserole. L'ébullition ne modifie ni l'apparence ni le toucher des munitions. Il aurait plutôt modifié la balle pour la rendre inutilisable une fois chargée dans un pistolet. Cela avait auparavant fonctionné. Les balles du 19e et début 20e siècle pourraient succomber à la stratégie d'ébullition. Ces premières balles utilisaient du fulminate de mercure comme amorce, qui enflammerait le propulseur de la balle. Lorsque le fulminate atteignait des températures d'environ 100 degrés Celsius, le point d'ébullition de l'eau, il subissait une décomposition thermique. Le fulminate ne parvenait pas à fonctionner, car le matériau avait perdu son intégrité, conduisant à une balle qui ne pouvait pas tirer. Mais il y avait un problème. Les balles que les Soviétiques utilisaient en Afghanistan dans les années 1980 étaient loin de celles qu'ils utilisaient au tournant du XXe siècle. Ils n'utilisaient plus de fulminate de mercure. Ils étaient laqués, avec des amorces fabriquées via des produits chimiques résistant mieux à la chaleur que le fulminate de mercure d'autrefois. À ce stade, les balles soviétiques étaient totalement résistantes à la chaleur, ce qui signifie que ces pauvres soldats qui voulaient juste un peu de nourriture finissaient par vendre des balles à des marchands afghans qui auraient très bien pu être utilisés pour tuer leurs camarades, ou même eux-mêmes. Des temps difficiles conduisent à des mesures extrêmes. Mais la pratique de faire bouillir des balles était loin d'être le seul vestige du passé auquel les troupes soviétiques ont cru pendant de nombreuses années après les faits. Pour notre prochain exemple, nous vous emmenons à la Seconde Guerre mondiale et à une étrange pratique que les Soviétiques, et plus tard même les Russes, ont réalisée pendant des siècles. Ne pas porter de chaussettes sur le champ de bataille. Avant de vous figurer des soldats soviétiques courant pieds nus, ce serait un cauchemar en combat dans le froid russe. Les Soviétiques possédaient une sorte de protection pour les pieds, qui n'étaient pas des chaussettes. Imaginez être un soldat américain à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entouré de chiffons puants.
Vous travaillez aux côtés des soldats soviétiques, qui font partie des forces alliées, qui finiront par vaincre l'Allemagne nazie. Vous avez une idée assez précise de ce qu'est une tenue militaire standard. C'est particulièrement vrai pour vos pieds. Vous et tous vos camarades soldats américains recevez une paire de grosses bottes à lacets, ainsi que de longues paires de chaussettes que vous portez en dessous. C'est logique. Les bottes protègent vos pieds des éléments au sol comme les roches, tandis que les chaussettes protègent contre les bottes elles-mêmes. Après tout, vous avez besoin de quelque chose pour empêcher votre peau d'être érodée de vos pieds pendant les longues marches que vous devez endurer. Puis vous voyez un soldat soviétique et vous jetez un coup d'œil à leurs chaussures. Fini les bottes lacées, qui sont de rigueur pour les soldats américains, remplacées par de longues bottes en cuir qui n'ont pas de lacets du tout. Mais ce qui vous paraît plus étrange, c'est ce qui est sous ces bottes. Des morceaux de chiffon malodorants sont utilisés à la place des chaussettes, et vous vous posez la question évidente, pourquoi ? La réponse réside dans la nature appauvrie du soldat soviétique moyen pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant les années 1940 et pendant une grande partie de l'histoire de la Russie, les chaussettes étaient considérées comme un article de luxe qui était essentiellement la réserve des riches. La raison remonte à la révolution industrielle de la Russie, lorsque la fabrication des chaussettes était étonnamment coûteuse et prenait beaucoup de temps. Ils étaient loin de ce qu'ils sont aujourd'hui, quand ils peuvent être fabriqués par millions avec des machines si bon marché que vous pouvez facilement trouver une paire pour moins d'$1. Pour les soldats soviétiques et leurs camarades, les chaussettes étaient un luxe qui détournait des ressources d'autres équipements précieux, tels que les balles et la nourriture. Pourquoi gaspiller de l'argent en chaussettes quand de vieux chiffons suffiraient ? En réalité, ces bandages pour pieds, appelés portianki, étaient plus que de simples chiffons. Il s'agissait de grands tissus rectangulaires qu'un soldat soviétique enroulait avec soin autour de ses pieds. Une fois mis, les portianki agissaient comme des chaussettes, protégeant le pied de l'humidité et des ampoules. Ils empêchaient l'efficacement saleté et pierre de pénétrer dans la botte soviétique. Même s'ils étaient semblables, ils étaient étranges à une époque où les chaussettes abondaient pour les soldats américains. Voyons comment les utiliser. Nous savons tous comment fonctionne une chaussette. Vous mettez votre pied dans le trou et tirez vers le haut. Vous portez une chaussette. Une portianki doit être activement appliquée, enroulée autour du pied comme un bandage, ou les bandages qu'un boxeur porte, ce qui signifie qu'une technique devait être perfectionnée avant qu'un soldat puisse porter une portianki. Les bandages servaient également un petit but disciplinaire. L'application incorrecte d'une portianki causerait des ampoules aux soldats soviétiques. De plus, les soldats étaient fréquemment chronométrés pour bien emballer une portianki. Si vous étiez lent, vous seriez puni. Si vous comparez cela aux exercices de démontage de fusils maîtrisés par les soldats actuels, vous n'êtes pas loin de la vérité. Un soldat soviétique devait pouvoir s'habiller en 45 secondes, impliquant quelques secondes pour envelopper le portianki correctement. Ces intéressants emballages pour pieds avaient également des siècles de tradition derrière eux, remontant à l'époque de Pierre le Grand et aux légendes, selon lesquelles ces armées marchaient au combat en portant des haillons plutôt que des tricots qui étaient coutumiers pendant les 17e et 18e siècles. La Russie avait déjà remporté de nombreuses guerres en portant le portianki, le rendant presque autant un porte-bonheur qu'un moyen pratique de protéger leurs pieds. Et on pourrait dire que le porte-bonheur a fonctionné. L'Union soviétique, victorieuse à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a dû finalement remplacer le portianki par des chaussettes. Le plus fou, c'est que ce changement n'a pas eu lieu avant 2007. Alors que les réformes militaires en Russie se concrétisaient cette année-là, portianki a été vu comme un vestige du passé que Moscou devait abandonner. Mais il a quand même fallu du temps pour les éradiquer totalement de l'armée russe. Portianki a été légèrement utilisé jusqu'à son abandon définitif en 2013. La raison de cet abandon est autant symbolique que pratique. Portianki était devenu le symbole de l'ancienne armée russe, une armée alimentée par des paysans plutôt qu'une armée moderne capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. En 2013, Sergei Shoigu, ministre russe de la Défense, a annoncé lors d'un briefing télévisé l'arrêt définitif de l'utilisation de portianki. « D'ici la fin de 2013, nous oublierons les bandages de pied », a-t-il déclaré. Je vous demande, s'il vous plaît, s'il y a besoin, nous fournirons des fonds supplémentaires, mais nous devons enfin rejeter totalement ce concept dans nos forces armées. Nous voyons peut-être un modèle émerger dans les tactiques soviétiques. Plutôt que de se moderniser, les soldats soviétiques semblaient compter sur des idées et des équipements dépassés. Le concept de balle bouillante remonte à l'époque de l'utilisation du fulminate de mercure dans les munitions soviétiques, bien avant qu'en Afghanistan, les soldats ne bouillissent leurs balles pour les troquer contre de la nourriture et des fournitures. Quant à portianki, c'était une relique qui remontait encore plus loin que les balles bouillables et qui était restée avec les soviétiques pour des raisons autant symboliques que pratiques, bien après le moment où il était facile de fabriquer des chaussettes en Russie.
Mais l'Union soviétique n'est pas le seul exemple d'utilisation de matériel obsolète. Notre prochain exemple a été bien plus réussi qu'il n'aurait dû l'être, le vol des sorcières de la nuit. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe de l'Allemagne nazie a maintenu la supériorité aérienne grâce à sa puissance terrifiante. Officiellement formée en 1935 bien qu'elle ait été en développement bien avant cette année, la Luftwaffe comptait plus de 1 800 avions et 20 000 personnels. Mais plus important encore, c'était la force aérienne la plus technologiquement avancée que le monde ait vue jusqu'à ce point. Et les joyaux de la couronne de la Luftwaffe étaient immenses. Le H-111H est devenu le bombardier principal de la Luftwaffe nazie, déversant le feu sur de nombreuses villes alors que Hitler traçait un chemin destructeur à travers l'Europe. Mais encore plus dangereux étaient les chasseurs qui protégèrent les bombardiers, le Messerschmitt Bf-109 ou le Mi-109 et le Messerschmitt Bf-110 ou Mi-110. Le premier était un monoplace avec un moteur, et le second transportait 2 personnes et une paire de moteurs. Tous deux étaient rapides et agiles et capables de combattre le meilleur que les Alliés pouvaient apporter dans les cieux. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques n'avaient aucune comparaison. Donc, comme vu dans les techniques précédentes, ils regardaient en arrière. Oui, ils persisteraient à développer des avions capables de rivaliser avec l'ingéniosité des nazis. Mais en attendant, ils combattraient les chasseurs Me-109 avec le biplan Polikarpov Po-2. Le souci, à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, ces biplans étaient largement obsolètes. Ils étaient des reliques de la précédente guerre mondiale et contenaient une technologie bien inférieure à celle des nouveaux chasseurs allemands. Ainsi, les Soviétiques ont décidé de ne pas placer leurs meilleurs pilotes dans ces avions. Ils ont plutôt choisi des femmes. Il y avait juste une pointe de misogynie dans cette décision, les femmes étant choisies parce que l'Union soviétique savait que le PO-2 n'était pas à la hauteur. Peut-être pensait-il qu'il était préférable d'utiliser des biplans démodés et les femmes qui les pilotaient, comme chair à canon, pour distraire les Mi-109 et 110, donnant ainsi à d'autres avions russes une chance d'attaquer. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que la technologie dépassée du Po-2 en faisait un adversaire étonnamment bien adapté aux chasseurs de l'Allemagne nazie. Prenez par exemple le cadre en bois de l'avion. Les PO-2 étaient fabriqués en contreplaqué et en toile, une méthode de construction qui a conduit certains à appeler l'avion un cercueil avec des ailes. Ce contreplaqué était susceptible aux tirs traçants, car une seule balle pouvait transformer le Po-2 en un inferno volant qui engloutirait la pauvre femme assise à l'intérieur. Cette construction en bois avait aussi un avantage majeur. Le Po-2 était indétectable par les capteurs infrarouges et les radars allemands. Pour cette raison, les femmes qui pilotaient ces avions se limitaient à voler sous le couvert de la nuit. Quand la nuit tombait, leurs appareils lents et volant à basse altitude étaient beaucoup plus difficiles à voir du sol qu'ils ne l'étaient pendant la journée. Et grâce à leur indétection par les radars et les capteurs infrarouges, ils pouvaient s'approcher d'une cible et larguer les 2 bombes qu'ils pouvaient transporter avant que les chasseurs allemands n'aient la moindre idée de leur présence dans les environs. Le seul signe arrivait bien trop tard pour la cible. Un bruit de souffle, souvent décrit comme similaire au bruit d'un ballet de sorcières, pouvait être entendu alors que le Po-2 survolait sa cible. Ainsi, les sorcières de la nuit sont nées. Et elles n'étaient pas seulement efficaces lors des raids de bombardement nocturnes sur les cibles allemandes. Face au Me-109, l'un des chasseurs les plus terrifiants de la Luftwaffe, le PO-2 sortait souvent vainqueur pour une raison simple. Il était trop lent pour que le Mi-109 puisse l'attraper. Cela peut sembler contradictoire, jusqu'à ce que vous réalisiez que le Mi-109 pouvait atteindre une vitesse maximale de près de 350 miles par heure. Pour suivre le rythme du Po-2, le pilote du Mi-109 devrait réduire sa vitesse à 90 miles par heure ou moins, ce qui posait un gros problème. Le Mi-109 calait à une vitesse aussi basse. Combiné à la surprenante manœuvrabilité du PO-2, cette faible vitesse a conduit le bien supérieur Me-109 à parfois tomber du ciel, supposant que le pilote n'abandonne pas complètement le vol alors qu'il essayait de prendre une sorcière de la nuit. Après la guerre, le 588e régiment d'aviation de bombardement de nuit, alias les sorcières de la nuit, s'est imposé comme l'une des armes soviétiques les plus redoutées. Vêtus d'anciens uniformes, qui avaient précédemment été portés par des hommes et qui étaient extrêmement mal ajustés, les femmes du régiment étaient environ 400 et ont collectivement effectué environ 30 000 missions. Elles ont largué 23 000 tonnes de bombes sur les armées allemandes qui tentaient d'envahir la Russie, la plupart des femmes qui pilotèrent les Po-2 étant âgées de 17 à 26 ans. C'est fou de penser que de tels avions démodés pouvaient représenter une telle menace face à la Luftwaffe. Cependant, l'utilisation par les soviétiques de vieilles technologies pour faire face à de nouvelles menaces terrifiantes est loin d'être le seul exemple, car notre prochaine technique étrange se tournera vers les Britanniques et leur utilisation des outils qui existent depuis des millénaires, les marteaux et les sacs.
La Luftwaffe, impressionnante réalisation technologique allemande de la Seconde Guerre mondiale, est comparée à une avancée navale de la Première Guerre mondiale qui a terrifié les troupes britanniques, françaises et américaines. Les Unterseeboots, ou U-boats, armés de torpilles puissantes qui pouvaient couler un navire en quelques minutes. Durant la Première Guerre mondiale, les U-boats allemands ont surtout traqué des cibles dans l'océan Atlantique. Ils étaient l'arme navale majeure de l'Allemagne durant la guerre, notamment face au blocage des ports allemands par les Britanniques. Leur but était simplement de couler le plus de navires de ravitaillement possible. Ils étaient très efficaces. En mai 1915, le U-boat 20 allemand a coulé le Lusitania près de la côte irlandaise. Un paquebot, le bateau a coulé avec 1200 personnes à bord, dont 128 Américains qui ont tous perdu la vie. L'attaque était un signal d'intention de l'Allemagne. Elle attaquerait les navires indistinctement, affirmant que tous ceux qu'elle coulait étaient des cibles de guerre légitimes parce qu'ils transportaient des matériaux de guerre. À la fin de la guerre, les sous-marins avaient coulé environ 5000 navires marchands, faisant environ 1500 victimes parmi les soldats alliés dans le processus, et ils ont même réussi à apporter une guerre européenne sur les rivages des États-Unis. En fait, vous pouvez toujours trouver plusieurs épaves près de la côte de la Caroline du Nord, dans une zone que certains appellent le cimetière de l'Atlantique. Alors, que pouvaient faire les Alliés pour combattre cette terrible menace? C'est là que les marteaux et les sacs britanniques sont entrés en jeu. La clé du succès du U-boat était qu'il pouvait se submerger sous l'eau à une époque où les sous-marins n'étaient pas courants dans la guerre navale. En utilisant des périscopes, les marins allemands pouvaient naviguer sans être détectés jusqu'à ce qu'ils soient à portée d'un navire allié avant de tirer leurs torpilles. Les dégâts étaient faits avant que la victime ne puisse faire quoi que ce soit, laissant le U-boat libre de s'éloigner et de trouver une autre cible. L'approche a été extrêmement efficace. Par exemple, le SMU-9 a réussi à couler 3 croiseurs blindés britanniques en environ 1 heure, tuant 1500 personnes le 22 septembre 1914. Toutefois, le sous-marin avait un défaut. Avant l'ère du radar et de l'équipement de navigation électronique, le périscope intégré dans chaque bateau était essentiel. Sans cela, les marins allemands n'avaient aucune idée de la direction à prendre. Et surtout, ce périscope devait émerger à la surface de l'eau, offrant ainsi aux Britanniques une cible potentielle. Les premières idées étaient étranges dans soi. Par exemple, le British Board of Invention and Research a suggéré de dresser des mouettes pour repérer les périscopes. Une fois localisées, les mouettes se regroupaient autour du périscope, révélant la position du sous-marin et obscurcissant la lentille du périscope. Il y avait aussi une idée de verser de la peinture dans l'eau où les Britanniques soupçonnaient la présence de sous-marins, la peinture recouvrant alors les lentilles des périscopes qui émergeaient. Aucune idée n'a été efficace. L'idée la plus prometteuse était de voir la menace comme un immense jeu de tap-taupe. La tactique était directe. Les Britanniques ont envoyé de petits bateaux pour chercher les périscopes des sous-marins. Si les Britanniques en repéraient un, ils le couvraient d'un sac avant de frapper le sac avec un marteau, détruisant la lentille du périscope et laissant le sous-marin incapable de naviguer. Il n'y a pas de mots sur l'efficacité de la technique. Cependant, il convient de noter qu'au moins un autre officier supérieur, basé sur le Her Majesty's Ship Exmouth, a fait appel au service de forgerons pour construire de grands marteaux que les marins sur les bateaux de patrouille pourraient utiliser pour détruire les périscopes. Face à des situations désespérées, les Britanniques, comme les Soviétiques avec leurs sorcières de la nuit, ont su utiliser des outils désuets pour contrer des menaces technologiquement avancées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont dû faire preuve d'ingéniosité pour trouver une méthode innovante de transmission de messages aux lignes de front, en utilisant des pigeons voyageurs, pour être exact, des pigeons voyageurs parachutistes. En visitant le Musée national de l'air et de l'espace, vous pourriez avoir la chance de parcourir ses archives. Là, assis à côté d'environ 75 000 manuels techniques, vous pourriez trouver un document intitulé « Manipulation et libération du pigeon domestique depuis un avion en vol ». Portant une étiquette de sécurité restreinte, le manuel a été remis pour la première fois au personnel militaire américain en août 1943 et contenait des instructions intéressantes. Le manuel détaille des méthodes pour créer des messages sur papier qui pourraient être attachés à des pigeons voyageurs qu'un soldat garderait sur lui. Il y a aussi des instructions sur comment libérer correctement l'un de ces pigeons d'un avion, que cet avion soit en vol ou au sol. Le concept de la technique était simple. Lorsqu'un pilote devait transmettre un message, soit en cas d'urgence, soit parce qu'il devait le faire passer derrière les lignes ennemies, il pouvait l'attacher au pigeon voyageur et envoyer l'oiseau en route. Ce n'était pas novateur. Presque toutes les forces de la Première Guerre mondiale avaient employé des pigeons, comme le fameux Cher Ami. Utilisé par le célèbre bataillon perdu, Cher Ami a livré un message des soldats coincés par les forces allemandes à leurs alliés, qui avaient malheureusement commencé à bombarder accidentellement le bataillon. Le message était simple. Notre artillerie nous bombarde directement.
Pour l'amour du ciel, stoppez ça. Le bataillon perdu, épargné du bombardement de son propre camp, a tenu sa position jusqu'à l'arrivée des renforts. On aurait pu croire que l'usage des pigeons voyageurs était obsolète durant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous trompez. En réalité, non seulement les pigeons étaient encore utilisés, mais ils ont également reçu un nouvel équipement, des parachutes. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont innové en utilisant des pigeons voyageurs pour transmettre des messages aux lignes de front. De la même manière que les Américains, les Britanniques ont également commencé à charger des pigeons voyageurs dans des boîtes avant de les parachuter en territoire ennemi. L'espoir était que soit les troupes alliées, soit au moins des personnes sympathisantes de la cause alliée, trouveraient les pigeons, écriraient des messages, puis enverraient les oiseaux pour ramener les notes écrites au Royaume-Uni. Les pigeons n'étaient de plus limités à l'envoi de messages depuis les postes de commandement. Ils sont devenus des agents de renseignement, collectant des informations pour les attaques des troupes alliées, même inconsciemment. Selon la British Broadcasting Corporation, la Grande-Bretagne a largué environ 16 000 de ces pigeons parachutistes en France, bien que seulement 1 800 soient rentrés chez eux. Des milliers d'autres ont été trouvés par des soldats de l'Axe ou sont morts dans leurs conteneurs en attendant que quelqu'un les libère. D'autres ont été tués au-dessus de la Manche, devenant les victimes d'un escadron de faucons allemands, spécifiquement entraînés pour abattre les pigeons voyageurs qu'ils voyaient. L'inefficacité de cette technique a conduit à d'autres évolutions dans la manière dont les troupes britanniques et américaines utilisaient leurs pigeons voyageurs. Les parachutistes ont commencé à porter des pigeons sur eux, avec des gilets dédiés, pour sauter en territoire ennemi, recueillir des informations et envoyer leurs pigeons avec une note écrite. Face à la pénurie de gilets, certains ont utilisé l'astuce de mettre les pigeons dans leurs chaussettes, taillant des trous à l'extrémité pour que le pigeon puisse sortir la tête. Cette approche s'est avérée beaucoup plus réussie, certains rapports affirmant que 95% des messages de ces pigeons portant des gilets ont été livrés aux bonnes mains. Et avec cette idée d'oiseau, nous arrivons à la fin de notre examen de certaines des techniques et tactiques les plus étranges utilisées dans la guerre moderne. Le fil conducteur clair tout au long est que tous étaient dépassés au moment de leur utilisation. Que ce soit en raison d'une croyance erronée que les balles bouillantes fonctionnaient encore, ou parce qu'aucun meilleur équipement n'était disponible, tout cela montre une quantité surprenante d'ingéniosité, même si la tactique des balles bouillantes qui a ouvert la vidéo n'a jamais réellement fonctionné. Découvrez la véritable cause de l'effondrement de l'Union soviétique en regardant cette vidéo.